Bonjour, bienvenue au corrigé de l'exercice FE27. L'énoncé est le suivant. Francis suspend un objet à un ressort de raideur K égale 20 N fois mètre puissance moins 1. Le ressort s'allonge de 30 cm. La question est, quelle est la masse de l'objet suspendu? On va commencer par s'arrêter un tout petit moment sur cette raideur et analyser son unité, entre autres. Alors, cette raideur K est égale à 20 newtons fois mètre puissance moins 1. Ça veut simplement dire 20 newtons par mètre. Pourquoi? Alors, mon M n'est pas très bien écrit, c'est un peu mieux. Parce que quand vous multipliez par l'inverse, parce que puissance moins 1, c'est rien d'autre que l'inverse de quelque chose, quand vous multipliez par l'inverse de M, multiplier par l'inverse, ça revient à diviser. Donc, c'est des newtons par mètre. Qu'est-ce que ça veut dire des newtons par mètre? C'est-à-dire que pour comprimer ou étirer un ressort de 1 mètre, ce ressort de 1 mètre, vous aurez besoin d'une force de 20 newtons. Donc, si vous prenez votre ressort dans votre main ou entre vos deux mains ou entre vos deux doigts et que vous appliquez avec chaque doigt une force de 20 newtons, le ressort va subir 20 newtons des deux côtés, il va commencer à se comprimer, il va se comprimer d'1 mètre. Pour le comprimer de 2 mètres, vous aurez besoin du double, d'une force de 40 newtons, etc. C'est la même chose pour le comprimer que pour l'étirer, ce qui n'est pas forcément trivial. On pourrait imaginer un ressort qui, quand vous le comprimez, vous n'avez pas besoin de la même force pour le comprimer d'1 mètre que pour l'étirer d'1 mètre. Dans le cas des ressorts, la compression ou l'étirement ne change pas en termes de force. Évidemment, si vous le comprimez trop, au bout d'un moment, il ne pourra plus se comprimer. Je pense que c'est assez logique parce que toutes les petites, ce qu'on appelle des spires ou les petits bouts de métal seront collés l'un contre l'autre. Et si vous l'étirez énormément, il sera tellement allongé qu'il ne pourra plus s'étirer. Donc, on a évidemment quand même une zone maximale et minimale où on peut utiliser le ressort. Alors, rassurez-vous, on va toujours supposer qu'on est dans la bonne zone. Alors, dans notre cas, ce ressort-là, chaque ressort est particulier et ce qui caractérise chaque ressort, c'est justement cette valeur K qu'on appelle la raideur. Plus K est grand, plus un ressort va être dur à étirer ou dur à comprimer, et plus K est petit, plus il va être simple à étirer ou à comprimer. On va quand même faire un petit schéma de la situation, parce que cet exercice-là n'est pas si simple, ou plutôt si vous le trouvez très simple, c'est que peut-être vous faites vous-même une simplification de l'exercice. Dans cet exercice, vous allez sûrement avoir la bonne solution, la bonne réponse, mais dans un exercice plus complexe, faire cette simplification vous entraînera à des erreurs. Alors, de quelle simplification je parle? Je vais faire un petit dessin. Donc, le ressort, on suspend quelque chose et il s'allonge. Donc, on va évidemment supposer que le ressort est au plafond. Donc, le ressort, on le dessine comme ça. On suspend quelque chose en bas. Et quand on va le suspendre, le ressort, il n'aura plus cette forme-là. Il se sera un petit peu, allongé. C'est-à-dire que le ressort, il a une position avant et une position après. Avant et après quoi? Avant la compression ou l'étirement et après la compression ou l'étirement. Alors ici, c'est évidemment un étirement. Donc là, on est avant et là, on est après. Qu'est-ce qui fait que le ressort s'étire? C'est qu'on lui a mis une masse au bout. Donc après lui avoir mis la masse au bout. Et avant lui avoir mis la masse au bout. Maintenant, la force de rappel du ressort, parce que c'est bien de ça qu'il est question. La force de rappel du ressort, c'est toujours la force qui veut faire en sorte que le ressort revienne à sa position initiale. Comme on a étiré le ressort il a envie de se rétrécir. Donc on aura une force de rappel, on va la dessiner ici. On aura une force de rappel, je vais peut-être faire un tout petit peu plus large, que vous la voyez bien. Voilà. On aura une force de rappel comme ceci. Et pourquoi est-ce qu'il s'est étiré? Parce que toujours on se pend, on va le dessiner, il y a une force qui tire contre le bas, c'est évidemment le poids. Attention aussi,
à comprendre que en ce point-là, le ressort a aussi une force de rappel. Et ce point-là est attaché au plafond, donc c'est pour ça que ce point ne tombe pas. Mais si on vient avec un ciseau et qu'on coupe cet endroit-là, cette force-là disparaît. Et donc tout votre ressort et votre système tombe. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on coupe le point d'attache, le ressort tombe, ce qui est normal. Et d'ailleurs, le ressort, il va tomber et il aura toujours cette force-là qui n'aura pas disparu. Et donc, cette force aura pour effet de remettre le ressort à sa position, à sa longueur initiale. Ça, on peut peut-être laisser. Mais nous, on va... Alors, j'ai dit une force de rappel. Par contre, si vous la nommez comme ça, j'espère que vous voyez la petite erreur. Parce que la force de rappel du bas et la force de rappel du haut ont la même valeur, la même intensité. Elles ont la même direction, mais elles n'ont pas le même sens. Donc, on n'aurait pas le droit de nommer ça FR. On devrait la nommer FR'. Je vais juste l'enlever. Par contre, je vais peut-être quand même laisser l'image du haut, enfin les forces du haut. Donc, on va nous évidemment s'intéresser à ce qui se passe ici. On est à l'équilibre, c'est important. Vous suspendez un objet, vous lâchez. Alors l'objet, le ressort, il va descendre, il va remonter un petit peu, il va faire quelques petits mouvements d'oscillation. Et ensuite, il va se stabiliser. Mais si vous mettez un poids sur un ressort comprimé que vous lâchez, le ressort, il va faire quelques petits allers-retours. Au bout d'un moment, on est avec l'équilibre. Donc, on va écrire en dessous, c'est peut-être un petit peu large, voilà, les conditions d'équilibre. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de faire des axes de projection, comme toujours, ça ne change pas. Simplement ici, pourquoi c'est facile ? Parce que l'axe de... Pardon. Ça, c'est d'autres choses, excusez-moi. Qu'est-ce qui change ici ? L'axe de projection, il n'y en a qu'un. Ça sera cet axe-là. Alors, faisons-le quand même de manière assez courte. Il n'y a qu'un seul axe que vous pouvez nommer soit X, soit Y, comme vous voulez, mais vous n'avez pas de force dans d'autres directions. On pourrait imaginer que, je ne sais pas, ce ressort, il y a du vent qui vient dessus comme ça, que ce ressort-là, qu'est-ce qu'on fait ? On le tire avec notre doigt de ce côté-là, puis il y aurait d'autres forces supplémentaires. Alors, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, si on a bien en tête l'idée qu'il n'y a qu'un seul axe de projection, on n'est pas obligé de le dessiner, mais il faut avoir ça en tête. Alors, sur cet axe vert que j'ai enlevé, on n'a que deux forces. Donc, ce qui tire contre le bas, P, est égal à ce qui tire contre le haut, FR. Donc, faites attention, ne dites pas toujours que le poids est égal à FR. C'est vrai, mais que dans des conditions de ce type-là, c'est-à-dire où on est à l'équilibre, qu'on n'a qu'une seule force contre le bas et qu'on n'a qu'une seule force contre le haut. Dans ce cas, oui, le poids est égal à FR. Mais dire que le poids vaut toujours FR, c'est absolument faux. Donc c'est de cette simplification-là que je parlais au début de la vidéo. Donc n'allez pas systématiquement en disant « Ah ouais, P est égal à FR, je résous mon petit calcul et j'ai trouvé la bonne réponse ». C'est faux. On fait les choses proprement, on dessine le schéma, on dessine les forces, parce que prendre ce genre de raccourci, c'est vraiment la meilleure des méthodes à faire faux quand les exercices vont devenir plus compliqués. Une fois qu'on a la condition d'équilibre écrite juste, on va la développer. Donc le poids, c'est simplement M fois G. Et puis la force de rappel du ressort, c'est K fois son allongement. Alors l'allongement, c'est quoi ? L'allongement, c'est simplement la différence entre la longueur ou la position initiale. Donc au début, on était là. Et ce point-là, une fois que le ressort est tiré, il vient ici. Donc cette différence-là, cette longueur-là, c'est l'allongement. Alors il y a plusieurs manières de noter l'allongement, soit X, soit delta X, soit delta D. Notons pour cet exercice delta D. Mais il ne faut pas trop se formaliser là-dessus. Le signe ou le sigle est beaucoup moins important que de comprendre le concept qu'il y a derrière. Donc là, c'est un allongement. Si ça avait été une compression, ça n'aurait pas changé grand-chose à la formule. C'est toujours K fois delta D. Et delta D peut être soit un allongement, soit une compression. Ça dépend des situations. Une fois que j'ai ça, moi je dois trouver la masse. Donc la masse, ça sera simplement K fois delta D divisé par G. Si je fais mon renversement de formule, est égal à K fois delta D divisé par G. Et il y a une dernière chose à faire.
c'est de bien regarder cette unité-là par rapport à mon delta D. C'est marqué dans l'énoncé, mon delta D, c'est de 30 cm. Alors j'espère que vous voyez l'incohérence. Je donne un allongement en centimètres et une raideur en newton par mètre. Donc on a un problème de conversion, on a un problème d'unité, pardon. Il faut qu'on fasse une conversion. Le plus simple, c'est de convertir les delta D. On va mettre en mètres, donc ça fait 0,3 mètres. On a besoin de faire ça pour qu'il y ait une cohérence entre cette unité-là des newtons par mètre et l'allongement. Et une fois qu'on a ça, on n'a qu'à remplacer K dans la formule par 20 fois delta D par 0,3. Et la gravité, on va toujours supposer qu'on est sur Terre, donc on va pouvoir prendre 10. Et j'ai au final 0,6 kg. Pourquoi? Parce que la masse dans la formule M fois G est toujours en kilogrammes. On va quand même faire une toute petite étape supplémentaire, parce que dire 0,6 kg, ça n'a absolument aucun sens. Kilogramme veut dire 1000, kilo veut dire 1000, donc kilogramme veut dire 1000 grammes. Donc dire 0,6, ça veut dire quoi? 6 dixièmes de milliers de grammes. Si on lit, ça fait 6 dixièmes de milliers de grammes. Alors c'est beaucoup plus simple d'écrire comme ça et de dire 600 grammes. Alors faites attention de toujours utiliser l'unité la plus adéquate possible en fonction de votre grandeur. Voilà, je crois que c'est tout. L'exercice était assez simple, assez court, mais il faut le comprendre, on va dire, sans faire ces petits raccourcis de réflexion qui peuvent vous conduire à des erreurs. Là, il est fait de manière complète. Merci beaucoup, au revoir.